Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier. Très dark. Salut, moi c'est Anaïs et il se trouve que Fuyez pauvre fou, c'est ma bio Tinder. Et moi c'est Marie et Aragorn a ruiné tous les autres hommes pour moi. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode doublement spécial. D'abord parce qu'on l'enregistre en public, au hasard ludique. Salut tout le monde, on est très heureuse d'être parmi vous. Et ensuite parce qu'on s'attaque à une œuvre qui m'est très chère, une saga dont je suis fan depuis l'adolescence, Le Seigneur des Anneaux. Alors malheureusement, Anaïs, je crois que tu ne partages pas mon enthousiasme au sujet de cette saga. On va l'entendre. Faut suivre, hein. Il y a beaucoup de jargon quand même. Ah bon ? Ouais, Isen, Isildur, Bababot, Isengard, Saké, Comté. Oui, bon, c'est des noms de, oui, mais de lieux et de gens. On est inondé de noms. Morgul, Nazgûl, Mordor, Gondor, Frodon, Bilbo. Qui est Bababot ? C'est ça ma question en fait. J'allais poser la même question, je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que malgré nos différends, on trouve toujours un terrain d'entente. Isildur ! Les bases. C'était le meilleur moment du film. C'est l'un des meilleurs moments du film, c'est vrai. Bon, Anaïs, dis-nous tout, c'est quoi ton rapport avec la meilleure saga de tous les temps ? J'ai découvert Le Seigneur des Anneaux au cinéma, comme je pense la plupart des gens qui ont à peu près notre âge, qui sont dans cette salle. J'avais 10-11 ans et j'étais fan, évidemment. Mais j'avoue que... Voilà, après le premier visionnage, je me suis un petit peu détachée de tout ça. Le seul truc que j'ai gardé du Seigneur des Anneaux, c'est cette merveilleuse créature qui est assise à côté de moi. C'est mon Gollum. Il est vraiment chez elle, hein, sur une étagère, constamment. Ouais, c'est mon petit animal de compagnie, je l'aime beaucoup. C'était le cadeau d'un ex. Un super cadeau. Non mais vraiment, merci à lui. Les hommes passent, mais Gollum reste. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup Gollum. J'ai une grande passion pour cette petite créature toute mignonne. On va en reparler. Ouais, sa mignoncité est discutable, mais je comprends. Il est attachant, disons. Il est attachant. Très attachant. Voilà. Est-ce que tu as lu les livres ? Non. J'ai essayé de lire le premier. Je crois, après avoir vu le premier film, je me suis dit, bon, ça a l'air quand même pas mal. Et en fait, je crois qu'assez rapidement, j'ai vu que Frodon avait 33 ans. Et moi, j'en avais 11 ou 12 et je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de lire l'histoire d'un mec de 33 ans. Et encore, il a 33 ans pendant les 20-30 premières pages du livre. Après, il a 53 ans parce qu'il y a une ellipse de 20 ans dans le livre qu'il n'y a pas dans le film. Bah, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai abandonné, mais vraiment, pour moi, c'était un concept tellement absurde d'avoir 33 ans que j'ai pas pu, quoi. Et tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 34 ans et 1 mois. 2 mois ? Ouais, un peu plus. Et toi, Marie, c'est quoi ton rapport au Seigneur des Anneaux ? Moi aussi, je l'ai découvert au cinéma. Je me souviens que j'avais pas tout compris au film, honnêtement, en le voyant la première fois, parce que c'est vrai, tu as raison, il y a beaucoup de jargon et quand on connaît pas, c'est un peu désarçonnant. Mais l'été suivant, à la bibliothèque de Bordeaux, de Mériadec, j'avais vu les 3 tomes et je les avais pris avec moi et j'ai passé un été merveilleux. Honnêtement, j'avais pas beaucoup d'amis au collège, mais Le Seigneur des Anneaux, ça a été peut-être ma plus belle expérience de lecture de toute mon adolescence. Je voulais pas quitter le livre. À la fin, pendant tout le 3, j'étais en larmes à l'idée de quitter le 3. En plus, j'étais une plutôt grosse lectrice, petite, mais quand même, mais Le Seigneur des Anneaux, ça m'a fait passer sur un autre cap. J'étais obsessionnelle. Et après, j'ai été obsessionnelle sur les films, c'est-à-dire que j'avais des posters partout. Je méprisais Harry Potter pendant quelques années parce que je disais, franchement, Le Seigneur des Anneaux, c'est tellement mieux. Ça t'est vite passé. Ouais, ça m'est vite passé quand même. Mais Le Seigneur des Anneaux est resté. Et j'avoue, je le revois tous les ans. Et j'ai beaucoup revu les versions longues, mais qui sont pas vraiment disponibles maintenant en France en streaming. Il faut avoir les DVD. On a une amie qui est présente d'ailleurs ce soir qui a les DVD et on a organisé une séquence visionnage à l'époque quand on était étudiantes tout ensemble. Il y a plus de 10 ans de ça. Ouais, j'ai abandonné je crois. Oui. Je vous ai laissé toutes les deux. Et là, maintenant, elle n'a plus le choix. Je l'ai séquestrée. Ça fait des années que je voulais qu'elle regarde Le Seigneur des Anneaux avec moi. Elle ne voulait pas. Et enfin, j'ai réussi. Et comme le veut la tradition, on a enregistré une petite intro sur mon canapé, cette fois-ci, pour saisir un peu ton état d'esprit au moment du visionnage. Bonjour.
Bonjour Anaïs, c'est déjà catatonique, non comment ça se dit? Non, déjà à l'horizontale. Déjà à l'horizontale. Tu anticipes peut-être ce moment? Non, en vrai, je suis très enthousiaste à l'idée de voir ce film à l'horizontale. C'est vrai? Non, enfin, je pense que ça va me saouler au bout de 30 minutes, mais je suis toujours ravie de partager des moments avec toi, Marie. Oh. C'est mignon. Donc, ce film, tu n'avais aucune envie de le voir avec moi. On a essayé de le voir ensemble il y a des années. Oui, on faisait beaucoup de soirées films ensemble. Et on a une autre amie qui est fan du Seigneur des Anneaux, donc elle avait ramené ses DVD édition longue pour qu'on fasse ça, et on n'a même pas fini le premier. Non, tu n'as même pas fini le premier. On en a reparlé avec Laura récemment et on a le souvenir de les avoir finis. Ok, donc je suis montée dans le métro toute seule et j'ai dit je vous laisse avec vos hobbits, je me casse. Ouais, non, j'ai revu ce film une fois à l'âge adulte, après ma première grosse rupture. Moi, je me souviens que tu l'avais inclus dans un truc de rupture. En fait, c'était les films à regarder quand vous venez de vous faire larguer ou un truc comme ça. Et j'avais fait ça par stade du deuil. Et je crois que je l'avais mis dans la partie déni. Parce que je m'étais dit que c'est vrai que regarder 4 heures sur des hobbits où il y a quasiment personne qui s'embrasse ou qui est amoureux de qui que ce soit, c'est plutôt réconfortant quand on n'a pas envie de penser à l'amour ou tu vois, à tout ce qu'on a perdu. Mais c'est vrai que moi, ça faisait très longtemps que je voulais qu'on regarde ces films ensemble. Pour le podcast, tu étais très réticente. Et j'avais l'impression que tu les connaissais vraiment mal, mais en fait, je t'ai fait un quiz et t'as répondu à tout. Donc, tu te souviens quand même très bien des films. C'est juste que tu connais mal la mythologie, mais ça, la plupart des gens la connaissent mal. Hein. Et je me souviens pas des films, mais je me souviens de tous les acteurs... de tous les éléments constitutifs des films. Mais par contre, si tu me disais à quel moment ils font quoi, ou quelle scène, ou quoi, enfin, je sais qu'à un moment, Saruman est dans une tour, tu vois. Mais à part ça, enfin, genre, pourquoi il est là, quelle est cette tour, quel est son rôle à lui dans les films, par exemple, je sais pas trop, tu vois, je sais qu'il est méchant, quoi. Est-ce que tu anticipes le fait de le voir, là? Enfin, tu crains? Saruman? Non. Le Seigneur des Anneaux. Sachant que je te montre pas la version longue, ce qui aurait été mon choix, mais... C'est vrai? Bah oui, moi c'est ce que je regarde tous les ans. Oh, mon Dieu. Bah j'appréhende, oui, j'appréhende. Ça dure combien de temps? Bah du coup, le premier film dure 3 heures au lieu de 4h20, mais... Non mais 3 heures, c'est 3 heures de plaisir. Enfin, ça passe à une vitesse. 4h20, Marie, 4h20. Ça, c'est la version longue. Non mais vraiment, évidemment que j'étais partie de cette soirée. J'avais des choses à faire, moi. Non, 3 heures déjà, bah allons-y là, faut y aller parce que vraiment, on se rajeunit pas. Hein. Ouais, c'est vraiment, allons-y. En vrai, la version longue fait 3h30. C'est la version longue du Retour du Roi, je pense qu'il fait plus de 4 heures, mais... Donc 4 heures de plaisir encore une fois. Juste une demi-heure de plus que la version qu'on avait. Oui, exactement. Ça va. Ouais, et tranquille. franchement, une demi-heure qui vaut vraiment le coup. Je vais en parler. Ok, je te crois sur parole. Mais la plus grande surprise en voyant ce film avec toi, et tu ne seras peut-être pas d'accord avec ça, mais j'ai des preuves audio, c'est que malgré toutes tes dénégations, eh ben, j'ai comme l'impression que tu aimes quand même beaucoup ce film. C'est les Nazgûl, c'est ça? Ouais. Ça, c'est vraiment stylé. Ça, c'est très très bien, ça. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est bien. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien, visiblement. Oui, bah, les hommes qui marchent dans la montagne, moi, j'aime toujours beaucoup. Trop stylé. Trop stylé. Et il est joli, quand même. Ça, j'aime bien aussi quand ils ouvrent la mine. Trop bien. Everest. Ça, j'adore. Ça, c'est ma partie préférée. Quand ils marchent dans la neige. Désolée, mais moi je suis à côté, je te vois regarder ce film, tu es impliqué. Mais ça, j'adore. Voilà, tu aimes ce film. Tu aimes mais ce tout film. ça, moi je t'ai dit, tous les méchants, j'adore. Ça, c'est trop bien, la séquence dans la grotte. Ah, c'est trop bien, et le 2, c'est trop bien, et le 3, c'est trop bien aussi. Putain. Arrête, t'as adoré. Non, j'ai pas adoré du tout. Si. Non. J'ai des preuves auditives. Alors là, je te garantis que j'ai pas adoré. Tu aimes ce film, tu aimes ce film. Non, mais excuse-moi, quand même, là, il y a quand même beaucoup d'extraits où tu dis que c'est génial. Oui, enfin, sur 3 heures. Bah, j'ai dit 5 fois, c'est cool. Non, c'est pas 5 fois, c'est beaucoup plus, et c'est régulier. C'est vrai. Il y a beaucoup de moments que tu aimes. Alors, va falloir m'expliquer, t'as pensé quoi de ce film? Non, mais évidemment, c'est un très bon film. Ah.
Je pense que c'est pas un univers qui me parle, en fait, l'univers du Seigneur des Anneaux, mais je reconnais que... Enfin, je suis obligée de m'incliner devant ce film. C'est une énorme réussite technique, déjà. Enfin, les décors, les costumes sont magnifiques. C'est assez bien monté, c'est bien réalisé. Tout le casting est très bien. Enfin, vraiment, je l'ai revu pour préparer et c'était pas du tout une corvée. Donc, je pense que j'ai un petit peu trollé et que j'étais peut-être un petit peu fatiguée quand on l'a vu toutes les deux et que j'étais allongée sur ton canapé. Donc, clairement, j'avais envie de dormir. C'est quand même un très bon film qui fait pas du tout partie de mon panthéon personnel et que j'ai pas envie de revoir. Un très bon film, c'est tout. Je suis pas comme toi, je vais pas le revoir tous les ans, quoi. On va rentrer dans le vif du sujet. Ton résumé en 30 secondes. Alors, ils partent de la Comté pour aller à Brie en prenant le bac de Châteaubouc en direction de l'auberge du Poney Fringant. Ensuite, après une pause sur le Mont Venteux, ils font une étape à Fontcombe. Puis, ils repartent sur la route du Sud, mais elle est surveillée. Alors, ils prennent le col de Caradras. Là, ils envisagent d'emprunter la Trouée du Rohan, mais ça les rapprocherait trop d'Isengard. Alors, ils décident de plutôt passer par les mines de la Moria, dans lesquelles se trouve la cité des nains de Cavenin, ce qui les mène au pont de Khazad-dûm, où ils croisent un Balrog. Mais pas de temps à perdre, ils se rendent dans la forêt de Lothlórien, puis ils se battent devant l'Argonath, et le film se termine alors qu'ils s'apprêtent à traverser Emin Muil. Bravo. Voilà. Magnifique. Et vous voyez, c'est une saga qui est vraiment inclusive et facile à suivre, je trouve. Je sais pas, moi j'ai tout suivi, en tout cas. J'avais l'impression d'être devant un GPS, mais c'était super. Est-ce que tu as des questions ? Oui, j'ai plein de questions. Ah, trop bien. Est-ce qu'elles sont rhétoriques ou non, est-ce que oui. je peux y répondre ? Elles sont rhétoriques. Ouais. Pourquoi les elfes portent des robes de chambre Juicy Couture ? Ils aiment beaucoup le velours, c'est vrai. Ils sont vraiment très stylés, ils ont l'air très confortables dans leur petit peignoir, là. Est-ce que tu as remarqué que Cate Blanchett a les doigts complètement tordus Ah bon ? quand elle dit au revoir, là, sur la rive ? Et franchement, j'étais hyper contente parce que trouver que Cate Blanchett a un défaut, c'était assez rassurant, personnellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Est-ce que le mieux pour vaincre Sauron serait pas de le jeter dans l'eau et d'attendre qu'il rouille ? Parce qu'il est quand même totalement en ferraille, ce mec. Non, ça aurait changé toute la saga, mais c'est une bonne idée. Ça nécessite peut-être un long temps d'attente, tu vois. Ça. Mais vu qu'ils mettent beaucoup de temps à détruire ce putain d'anneau, tu vois, peut-être qu'il faudrait envisager autre chose. Est-ce que Galadriel a un lien de parenté avec Edward Cullen de Twilight ? Parce qu'elle brille beaucoup. Est-ce que tu sais comment les Uruk-hai disent bonjour dans Drag Race ? Vas-y. Uruk-hai. Voilà, c'est un peu niche, mais j'étais obligée de la faire. Est-ce que l'existence de Barad-dûr implique l'existence de Barad-mou ? Ah, dur, tu l'as beaucoup fait. Non. Ouais, c'est vrai. Bon, est-ce que s'il y a un Boromir, il y a aussi un Moche-Romir ? Est-ce que s'il y a un Bilbon, il y a aussi un Bilpabon ? Et est-ce que s'il y a un Lothlórien, il y a un Lotlotou ? Je crois que là, j'ai un peu atteint la limite. Mais... Oui, c'est ça. J'admire ta persistance, en tout cas. Franchement, j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais je me suis dit que ce serait un peu répétitif. Puis, il faut en garder pour les prochains films. Bah oui. Et la meilleure question, surtout, tu l'as posée pendant le visionnage. Et pourquoi l'œil de Sauron, c'est une vulve ? Je n'ai pas de réponse. C'est vrai ? Bah non. Ah, je pensais que c'était hyper étudié, tu vois, dans les Tolkien Studies. Ah bah je regarderai, le fait que la vulve, c'est le mal, tu vois. J'ai parcouru le dictionnaire de Tolkien que j'ai acheté. Il n'y avait pas d'entrée vulve, mais peut-être que je devrais regarder l'entrée œil de Sauron. On verra. Bah ouais. Moi, pour un prochain épisode, j'aurai peut-être la réponse. Okay. Mais c'est vrai que Tolkien a un rapport aux femmes qui est, en tout cas dans son œuvre, distant, parfois. Oui, on peut dire ça. Pas trop là. On peut dire ça. D'ailleurs, je me demandais aussi pourquoi Arwen, elle murmure tout le temps. Parce que Arwen, c'est un elfe. Et elle est éthérée, tu vois. Ouais, il parle tout le temps à 3 décibels, les elfes. Et puis je pense surtout que Liv Tyler ne sait pas très bien jouer la comédie. Donc, c'est un peu le moyen qu'elle a trouvé. Je ne te permets pas. Si, la pauvre. Elle était très bonne dans The Leftovers. Oui, c'est vrai. Mais pareil, elle parlait pas. C'est vrai. C'est vrai. Je vais faire un petit historique.
C'est un film sorti en 2001, réalisé par Peter Jackson et adapté des livres de J.R.R. Tolkien. Tolkien, c'était... J'ai cru que tu allais dire J.K. Rowling. Et, non, mais des initiales pour les deux, n'est-ce pas? Tolkien, il est né en l'an de grâce 1892, on va tout refaire. Non, je plaisante. C'était un professeur de langue et de littérature anglaise à Oxford. Depuis l'enfance et l'adolescence, il dessinait et il imaginait une terre du milieu. Donc c'est un monde qu'il a occupé pendant des années et des années. Et en fait, un jour, il a imaginé une phrase qui était dans un trou vivait un hobbit, qui est la première phrase du Hobbit. Et c'est comme ça que l'histoire du Hobbit a commencé. Et il a écrite pour ses enfants à la base. Et ça a été publié en 1937. Et il a commencé la rédaction du Seigneur des Anneaux pratiquement dans la foulée, dès 1939, un peu à son corps défendant. C'est son éditeur qui lui avait demandé, parce que le Hobbit était un tel succès, qu'il voulait une suite au Hobbit. Sauf que Tolkien, lui, voulait écrire sa mythologie, le Silmarillion. C'est toute la mythologie de la Terre du Milieu et tout ça, mais personne ne voulait lire ça, tout le monde voulait la suite. Et la suite, ça a été très dur pour lui de l'écrire. Ça lui a pris 12 ans. Il a fini son manuscrit en 1949 et il était un peu émo quand il décrivait un peu l'expérience d'écriture, vu qu'il a dit que c'est écrit avec mon sang dans une lettre. Mais j'aime bien. Et une autre lettre, il a mis « J'ai exposé mon cœur pour qu'on le fusille ». Voilà. J'adore. Ouais, c'est pas mal. Et le livre a finalement été publié en 1954, donc 5 ans plus tard, parce que il voulait toujours que le Silmarillion soit attaché à ça. Ça n'a pas été fait au final. Le livre a été un gros succès pratiquement immédiatement. Il a commencé à être traduit. Il a été traduit en français qu'en 1972-1973 et Tolkien est mort en 1973 justement. Et le livre était considéré comme inadaptable pendant très longtemps, aussi bien d'un point de vue technique que parce que les fans sont tacotiques, parce que les fans sont très très intenses et assez puristes. Il y a eu des dessins animés. Il y a eu le Hobbit en 77 et le Seigneur des Anneaux en 78, mais la version du Seigneur des Anneaux en dessin animé s'est arrêtée aux 2 tours, à la fin des 2 tours, et pas les plus loin. Les Beatles, pour la petite histoire, avaient envisagé d'adapter le Seigneur des Anneaux, et oui. Ils voulaient, c'était à l'époque... Ça aurait été les Hobbitles. C'est ça, magnifique. Elle est douée. Hein. C'était à l'époque Yellow Submarine. Je sais pas si ça doit être ma plus grande fierté, ce jeu de mots. Mais bon. Paul McCartney aurait dû jouer Frodon, Ringo Starr, Sam. George Harrison, c'était Gandalf, mais le mieux, c'est John Lennon qui aurait joué Gollum. Mais c'est un trop bon casting. Je valide à 100%. Malheureusement, ils n'ont pas obtenu les droits. Et il va falloir attendre la fin des années 90 pour que quelqu'un commence vraiment à plancher sur une adaptation de façon sérieuse. C'est Peter Jackson qui a commencé à travailler dessus en 95. Et les films ont été filmés sur 2 ans en 99-2000. Et pour donner une petite idée, le budget, c'était 285 millions de dollars. Les 3 films ont été filmés d'un coup. Et près de 3 milliards de recettes pour les 3 films. 17 Oscars sur 30 nominations, dont l'Oscar du meilleur film pour Le Retour du Roi. Donc c'est un énorme succès. Et Tolkien, qui était déjà culte, ça le propulse à des niveaux stratosphériques. À l'époque, en 3 ans, de 2001 à 2003, il s'est vendu 25 millions d'exemplaires du Seigneur des Anneaux. Et au Royaume-Uni, les ventes ont augmenté de 1000% après la sortie de la Communauté de l'Anneau. Donc ça a été un énorme changement. Le film a vraiment eu une très très grosse importance. Aussi bien, ça a été un énorme succès d'audience, mais c'était une très grosse importance aussi dans l'histoire du Seigneur des Anneaux en lui-même et du fandom. C'était le cas pour nous, en fait. On a découvert les livres, oui, carrément. Moi, les 100 premières pages et toi, les livres, parce qu'on avait vu le film, quoi. Oui, carrément. Avant, c'était un peu obscur. C'était considéré comme un truc un peu... en France, vu que c'était sorti dans les années 70, c'était considéré comme un truc de hippie, un peu. Parce qu'il y a un côté des arbres qui parlent et tout. Enfin, oui, la connexion avec la nature, tout ça. Exactement. Moi, j'aime bien ça. Comme son nom l'indique, le Seigneur des Anneaux est une histoire d'anneaux. Un en particulier, est-ce que tu peux m'expliquer ce que cet anneau a de si unique ? Il est rond et doré et il est très puissant. Il est un peu maléfique. Il a un peu sa propre personnalité. Genre, il a quitté Gollum, ce que je trouve pas très sympa, mais... Il avait quitté Isildur aussi avant. C'est un anneau qui... C'est un fuckboy. C'est ça, qui est un peu caractériel. Et quand on l'a près de soi, on a très très envie de le toucher. Et je vous laisse faire la suite des blagues. Et il a une inscription en elfique dessus qui dit ce que tu as dit au début, là, les liés ou je sais pas quoi. Quand Gandalf lit cette inscription dans le film, ça a provoqué pas mal de questions chez toi. Ok, mais du coup, c'est un anneau qui doit trouver qui ? Et lier qui ? Et rassembler qui ? Non, mais c'est un anneau qui... Tout le monde, c'est pour dominer le monde.
D'accord, mais pourquoi il doit les trouver alors? Non, mais bon, c'est juste s'ils sont un peu éparpillés, les trucs. Mais qui? Les êtres humains? Mais tout le monde. Mais c'est trop nul. Genre ton grand dessein de méchant, c'est de trouver tous les gens sur Terre. Non, c'est de dominer le monde, Anaïs, et qu'il n'y ait personne qui t'échappe. On n'a rien à répondre à ça. Je trouvais ça un peu bizarre. De devoir rassembler d'abord les gens que tu dois dominer, tu vois. Enfin, de les trouver, comme s'ils s'étaient cachés. En fait, ça vient à la fin de tout un poème qui est sur tous les anneaux. Parce qu'il y a plein d'autres anneaux. Il y a les anneaux pour les nains, pour les elfes. Il y en a 3 pour les elfes, il y en a pour les hommes et tout ça. Et en fait, tu peux le lire aussi en mode les rassembler tous les autres anneaux pour les dominer. Mais ça veut dire aussi dominer toutes les espèces qu'il y a sur la Terre du Milieu, quoi. Ouais. Donc bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec cet anneau ? Alors, ils doivent le prendre et le faire traverser une grande diversité topographique de lieux avant de le jeter en haut d'une montagne, qui est la montagne sombre, noire. Du Mordor. Du Mordor, la montagne du Mordor. Le Mordor qui, si j'ai bien compris, ressemble un peu à Pôle emploi, en fait. J'ai noté, ce ne sont que des terres stériles recouvertes de braise, de cendres et de poussière. L'air qu'on y respire n'est que vapeur empoisonnée. Et donc voilà, ils doivent traverser cette contrée atroce, pleine de fumée empoisonnée, et jeter l'anneau. Pour le détruire. Oui, par le feu. Exactement. Passons en revue peut-être l'équipe qui va être chargée de cette tâche. La Dream Team. Exactement. Il y a d'abord les hobbits. Comment tu décrirais les hobbits en tant que peuple déjà ? C'est les plus sympas. Ils sont petits, poilus. Ils ont une circulation sanguine au niveau des pieds qui est totalement opposée à la mienne. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps pieds nus. Moi, j'ai besoin de mettre des chaussettes même en pleine canicule. Mais eux, ils n'ont jamais froid aux pieds. Ils aiment beaucoup manger et ils ne sont pas très aventureux. Et ils sont un peu naïfs, c'est ça ? Je sais pas s'ils sont naïfs, ils sont pas aventureux, comme tu dis. Donc, c'est pas une question de naïveté, c'est plus une question... Il y a un côté un peu enfantin, peut-être, parce qu'ils sont petits et des choses comme ça, mais on le voit à travers les personnages qu'on va suivre, à travers Frodon ou à travers Bilbon, ou même à travers Sam, qui a une sorte de sagesse. Ils sont assez optimistes. Oui, en fait, disons qu'ils n'ont pas été confrontés au mal qu'il peut y avoir dans le monde autour. Ils sont très préservés, quoi. Ils connaissent pas le monde, même en fait, ce qu'on voit pas trop dans le film, et par exemple quand Sauron, à un moment, Gollum est torturé et livre l'information selon laquelle l'anneau est possédé par quelqu'un qui s'appelle Saké et qui vit dans la comté, donc ce serait a priori facile de le trouver, mais en fait, dans le livre, on se rend compte que ça prend pas mal de temps pour trouver la comté, parce que c'est une zone géographique un peu isolée et qui est vraiment pas connue du reste du monde. Les hobbits, c'est pas un peuple. Il y a plein de moments dans les livres où ils rencontrent des gens qui sont là, mais qui vous êtes, quoi. Enfin, c'est pas comme les hommes ou les elfes qui sont connus de tout le monde. Donc, ils sont très isolés et ils ont une innocence qui est liée à ça. Mais je suis pas sûre que ce soit une naïveté. D'accord. Voilà, si on doit... si on doit faire un point sémantique. Exactement. Commençons par Frodon, qui est joué par Elijah Wood. Tu le décrirais comment ? Il est comme Kirikou, il est petit mais vaillant. Il est choupi. Là, t'es très gentille avec lui, mais pendant le visionnage, t'as pas toujours été très indulgente. Non mais gros débile en fait. Mais j'avais oublié ça, qu'il est con. Pourquoi tant de haine ? Non mais alors là, c'est une scène où ils sont au pub du poney là, et où il trébuche par terre et il a son anneau dans la main et son anneau est jeté dans les airs comme ça, genre le truc le plus précieux de tout l'univers et le plus dangereux de tout l'univers. Il le laisse tomber. Et en fait, il perce cet anneau toutes les 10 minutes. C'est quand même un peu un problème. Ouais, mais range-le de manière un peu plus soigneuse. Mais après, il va l'avoir autour d'une chaîne à partir de... Et il le perd quand même. Il perd la chaîne dans la montagne. Oui, mais il tombe, il fait un roulé-boulé dans la neige et paf, il a encore plus son anneau. J'aimerais t'y voir. Il a un anneau qui n'a qu'une envie, c'est le quitter. Et c'est un truc hyper précieux, mais... Non, mais en vrai, je comprends. Je suis connue parmi mes amis pour perdre mes bagues partout. Et vraiment, moi, tu me donnes l'anneau de Sauron. Je vais me laver les mains une fois au club du bonnet fringant. Là, c'est fini. Il y a quelqu'un qui va le trouver aux toilettes juste après moi. Genre, oh, c'est quoi ce truc ? Et en fait, c'est l'anneau de Sauron, quoi. Donc, clairement, je peux pas trop juger. Mais c'est un peu frustrant dans le film quand il le fait tomber toutes les 5 minutes ou qu'il se balade juste en le tenant dans sa main. Enfin... Et il trébuche beaucoup quand même, ce garçon. Ouais, il est petit. Et je comprends qu'il est petit et que donc son environnement est très grand, mais voilà, c'était un peu frustrant. Il y a ensuite Sam, joué par Sean Astin. Tu l'aimes bien ? Oui, j'aime beaucoup Sam. Je pense que c'est un peu le préféré de tout le monde, non ?
Il est tellement choupi, Sean Astin est assez charismatique et c'est un peu le straight man en fait de ce film-là. Donc le personnage qui est un peu neutre en termes de personnalité par rapport à tous les autres et qui observe avec un peu plus de sagesse et de distance tout ce qui se passe. Et c'est notre entrée en fait dans l'univers puisque Frodon c'est le héros et lui c'est le héros adjacent. Donc forcément c'est avec lui aussi qu'on s'identifie le plus parce qu'il est ordinaire contrairement à Frodon qui devient l'élu. Ouais, Frodon est ordinaire aussi, mais c'est marrant, il y a pas mal il y a un chercheur qui s'appelle Vincent Ferré, qui est spécialiste de Tolkien, qui lui dit qu'en fait, le héros, mais c'est pas le seul à le dire, le vrai héros du Seigneur des Anneaux, c'est Sam, en fait. Ou en tout cas, que c'est lui le cœur des films et surtout des livres. Et c'est vrai, parce que c'est quelqu'un qui est très pur, et qui est très très courageux, alors qu'il n'a pas forcément l'éloquence que peut avoir Frodon. Frodon, c'est quelqu'un qui est très instruit et tout ça. Lui, il n'a vraiment pas ça, mais c'est grâce à lui qu'en fait l'anneau est détruit à la fin, quoi. C'est lui qui va... Spoiler. Je vais peut-être pas spoiler. Non, et puis c'est lui qui a, en tout cas dans le premier film, pour l'instant, les moments d'émotion les plus purs et sincères, c'est souvent lui qui les a. Il a peur de perdre Frodon toutes les 5 minutes, comme Frodon perd l'anneau. et il a souvent les larmes aux yeux. Enfin, il y a un côté très très émouvant et très touchant aussi dans ce personnage, quoi. Il y a ensuite Merry et Pipin, qui sont joués respectivement par Dominique Monaghan et Billy Boyd. Tu les décrirais comment ? Ils sont un peu cons, je crois que tout le monde serait d'accord avec ça. Merry, il est semi-con, voilà. Et Pipin, il est total con. C'est ça. Mais moi, je les adore. Et en fait, c'est les éléments comiques de l'histoire, quoi. Enfin, ils sont là pour faire rire. Merry est vraiment beaucoup moins con dans les livres. Dans les livres, il est même intelligent. Après, ils ont plein d'aventures où ils sont ils font plein de conneries, des choses comme ça, comme dans les films, mais ils n'ont pas ce côté. Pipin, il est naïf. C'est le plus jeune de toute façon de tous et tout ça, donc il est assez immature. Oui, c'est le boulet en fait. C'est-à-dire que beaucoup des accidents qu'il y a dans le film sont causés par Pipin, qui est vraiment très maladroit et qui attire tous les orques et tous les méchants en permanence. Il est plus que maladroit parce qu'il est curieux et il fait des conneries. Oui. Et il n'a pas compris aussi qu'il fallait peut-être garder secret le fait qu'il accompagnait Frodon dans une mission et donc quand il est au bar, il est là, bah oui, Frodon, il est juste là, c'est mon meilleur pote et il a un anneau hyper dangereux avec lui. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Mais c'est ça qui le rend très attachant. Une des grosses différences entre les livres et les films, ça concerne Merry et Pipin. Là, dans les films, la façon dont ils rejoignent l'aventure de Frodon, c'est en lui tombant dessus, littéralement, au milieu d'un champ. Et après, il s'enfuit avec Frodon et Sam parce qu'il y a un fermier qui les poursuit. Et une chose en entraînant une autre, ils vont finir par poursuivre l'aventure avec Frodon et Sam. Dans les livres, en fait, Merry et Pipin, c'est les amis les plus proches de Frodon, c'est même ses cousins. Et en fait, il est vraiment plus proche d'eux à la base que de Sam. Il y a tout un truc où Frodon organise un faux déménagement pour que ses voisins ne sachent pas qu'il est parti, qu'il quitte la comté et tout ça. Et en fait, eux vont comprendre que c'est un stratagème et vont comprendre qu'il a une mission. Et ils vont participer au stratagème sans rien lui dire, jusqu'au moment où il est l'heure pour lui de leur dire adieu et de leur révéler qu'en fait, il quitte la comté. Et à ce moment-là, ils disent « Mais on le sait déjà, nos bagages sont faits, où tu vas, on va avec toi. » quoi. Et déjà, ça les rend beaucoup plus intelligents, hein, très clairement, parce qu'ils ont compris ce qui se passait. Et en plus, c'est un moment... Enfin, moi, j'adore ce moment dans les livres parce que c'est émouvant, quoi. C'est vraiment une preuve d'amitié où ils savent très bien que c'est dangereux. Il leur dit, il leur répète, et ils sont là, oui, mais en fait, on veut t'accompagner, on veut être là pour toi. Et je trouve ça un peu dommage. Je vois pourquoi ça a été fait comme ça dans les films pour raccourcir, parce que sinon, ça aurait fait 4 heures de long. Moi, ça m'aurait pas dérangé en soi. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que c'est... Après, c'est rigolo la façon dont ils le rencontrent, et c'est un choix qui a été fait. Mais je trouve pas ça dommage. Ouais, non, mais toi, t'étais tellement contente qu'on passe à autre chose. Non, et puis en fait, on comprend tout ça. Moi, sans avoir lu les livres, je capte très bien toute la loyauté qu'ils ont envers Frodon, et je suis quand même très admirative du fait qu'en les croisant comme ça dans un champ, ils décident quand même de les accompagner. Enfin, à aucun moment, ils se retrouvent contraints. Ils font vraiment le choix d'y aller. Donc, je sais pas. Moi, ça m'a pas manqué, en tout cas, en voyant les films. D'accord. Il faut parler de Gandalf. Il est joué par Ian McKellen. Pour la petite histoire, je l'ai rencontré une fois au travail à New York et je me suis mise à pleurer de chaudes larmes devant tous mes collègues alors que ça faisait 2 semaines que je travaillais là-bas et ça m'a un peu collé à la peau pendant des années. C'est lui qui comprend que l'anneau de Bilbon est l'anneau unique. Et c'est aussi lui qui lance Frodon dans sa quête. Comment tu décrirais Gandalf en quelques mots ?
C'est un sorcier, donc il a un chapeau pointu et une très longue barbe. Et c'est la figure d'autorité paternelle dans le film. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a un côté assez facétieux. Il est très sage et très puissant, mais il a quand même beaucoup d'humour. Et il aime bien faire des petites farces à d'autres personnages. Ça te rappelle quelqu'un d'autre? Un autre personnage du même genre? Non. Qui a peut-être été fortement inspiré par Gandalf. Ah, Dumbledore. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il a un chapeau pointu aussi. Ouais. Et une longue barbe. Ouais, c'est vrai. Non, Gandalf, il est super. Ouais. C'est un mec bien. Et le chemin des 4 hobbits croise celui d'un inconnu nommé Strider, grand pas en français, qui est en réalité... This is Aragorn, son of Arathorn. You owe him allegiance. Quoi? On peut arrêter si tu veux, comme ça tu me fais toute la reconstitution du film. Si tu veux. Je vous laisse, hein. C'est donc Aragorn, le fils d'Arathorn, descendant d'Isildur, héritier de la couronne du Gondor, et surtout le plus beau mec de toute la Terre du Milieu. Il est joué par Viggo Mortensen, et si je devais le décrire, je dirais que c'est mon idéal masculin. Oh. Non mais tellement beau en fait. Rarement un homme a été aussi beau. Quand même. Du coup, tu l'aimes bien parce qu'il est incorruptible, machin. Ah, de ouf. Et parce que bon, il ressemble à ça. Oui. Mais il est tellement hot. Aïe 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 aïe. Lui, là, ouais. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. N'importe quoi. C'est le bruit que font les ovaires quand ils explosent. Ça, c'est quand il se lance dans la bataille à la fin face aux Uruk-hai. Et fouf, tu le décrirais comment, toi? Oui, il est beau gosse, c'est Viggo Mortensen. Ce qui est très drôle, c'est que avant même qu'il apparaisse, Marie était déjà au taquet. On voit juste une silhouette, un mec avec une capuche qui lui arrive là. Donc on voit pas son visage et il a juste une pipe qui dépasse. Et elle était déjà en train de se liquéfier à côté de moi. Donc c'était très marrant. Mais oui, moi je l'aime beaucoup. Après, clairement, c'était pas mon crush absolu quand j'avais 11 ans. Mais je reconnais qu'aujourd'hui... C'était pas mon crush absolu quand j'avais 11 ans non plus. Je pense Ok. qu'il faut un peu grandir, devenir Enfin, un peu de maturité, mature pour vraiment apprécier le charme d'Aragorn. C'est comme ça que j'ai su que j'étais devenue une femme, tu vois. C'est quand d'un coup Aragorn m'a fait de l'effet. Je comprends. Non, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Et puis, c'est encore la preuve que les mecs, quand ils sont un peu sales, ils sont encore plus sexy. Alors, dans la vraie vie, peut-être pas, mais Viggo Mortensen, en tout cas, prouve cette théorie, oui, c'est vrai. Ouais. Parce que après, je le trouve très beau dans plein de films, mais c'est vrai qu'il a jamais été aussi beau qu'en Aragorn. Ouais, c'est ça. Avec les cheveux gras. Et d'ailleurs, c'est aussi un des trucs qui a un peu cimenté notre amitié à toutes les deux. C'était qu'on a commencé à parler des crushs qu'on avait sur les mecs qui avaient les cheveux gras. Non, c'était des mecs avec des grosses cernes qui ressemblaient à des... Des yeux de poisson mort et des cheveux gras. Ouais, en fait, c'était Julian Casablancas. Oui, voilà, exactement. Mais Aragorn correspond un peu à ce type aussi. Enfin, il a quand même les cheveux bien huileux. Oui, écoute, il a pas le temps de se laver les cheveux, en fait. Il a d'autres choses à faire. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors qu'une petite scène entre lui et Arwen, tu vois, de shampouinage, ça aurait pu être pas mal. Mais il y a des moments où il a les cheveux propres. Hein. D'ailleurs, il a les cheveux propres à Rivendell à un moment. Et surtout, à la toute fin... Le niveau de détail. À la toute fin, dans le Retour du Roi, il y a un moment où il est tout propre, il a les cheveux propres et ça n'avait plus le même effet. Franchement, hein, c'est vraiment... Mais bon, c'est pas grave, je prends quand même. Après moult rebondissements, ils arrivent à Rivendell, qui est la demeure de Elrond et qui est un refuge pour les elfes. Ici, le conseil d'Elrond se réunit et il y a de nouveaux visages qui font leur apparition. Ah, Ned Stark. Ah, le mari de Katy Perry. Ah, le nain. Je connaissais déjà tout. Hein. Ouais, commençons par celui que tu surnommes Ned Stark, puisqu'il est joué par Sean Bean. Explique-nous qui c'est. C'est un être humain. Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Boromir. Très bien. Et donc, comme c'est un homme, il est faillible et on peut pas trop lui faire confiance. Et c'est vraiment l'illustration du pouvoir de corruption de l'anneau, puisque c'est celui du groupe qui va être le plus... Quoi, t'es trop fière? T'as trop bien compris. C'est celui qui va être le plus perturbé par la présence de l'anneau. Et il est joué par Sean Bean, qui jouait aussi Ned Stark, et qui a sans doute dans son contrat d'acteur qu'il doit mourir dans toutes les œuvres auxquelles il participe. Au début de toutes les œuvres en plus. Enfin, ouais. C'est ça. Spoiler. Ou alors peut-être qu'il aime vraiment pas bosser longtemps. Donc il dit tuez-moi en premier, s'il vous plaît. Tu l'aimes bien lui quand même?
Boromir. Oui, je l'aime beaucoup. Sa scène de fin est exceptionnelle. Oui, en fait, ça rattrape tout. C'est-à-dire que... Ouais. Et Sean Bean est très, très bon. Et en fait, dans ce film-là... Dans Game of Thrones, il a quelque chose de très rassurant dès le départ. C'est vraiment la figure parentale, ouais, voilà, très intègre. Et là, il joue sur un autre registre puisqu'il se laisse un petit peu corrompre et il a un tempérament dans le film. Et donc, à la fin, quand il devient extrêmement noble, c'est très beau. Et tu te souviens ce qui se passe après dans les autres films par rapport à son environnement ? Je sais pas comment le dire, sans spoiler. De Boromir, qui est mort ? Ouais. Il l'a enterré, j'imagine. Son entourage. Ils vont au cimetière. Son entourage ? Ouais. Genre ses potes ? Sa famille ? Ouais. Il y a quelqu'un qui va vouloir contester le trône. Puisque Aragorn, c'est censé être le roi des hommes. Mais j'imagine que c'est pas le seul à vouloir... D'ailleurs, il veut pas être roi. Mais il y a d'autres gens qui vont vouloir être roi. C'est plus compliqué que ça. Okay. Et du coup, il y a peut-être l'héritier de Boromir ou quelque chose comme ça, ou son cousin, ou qui va dire moi aussi, je veux être roi. Précisons, je crois qu'il n'y a que la communauté de l'anneau que tu as revue à l'âge adulte, c'est ça ? Oui. D'accord. Parce que ça durait 3 heures, donc j'ai arrêté après ça. Ça explique beaucoup. Je me souviens qu'il y a une grosse bataille à un moment, mais sinon, c'est vraiment les 2 autres, j'ai totalement zappé. Ensuite, on a celui que tu appelles le mari de Katy Perry. C'est son plus grand succès. C'est vrai. C'est vrai. À savoir Orlando Bloom et sa perruque. Et apparemment, tu m'as dit pendant le visionnage en plus que t'avais pas compris que c'était une perruque quand t'étais petite, que tu l'avais vu. Le mec, il a les sourcils noirs énormes. Ouais, mais en fait, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement crédule et très littéral. Et du coup, quand je vois des gens, s'ils sont blonds, je pars pas du principe que c'est une teinture. Je me dis, il est blond, quoi. Comme quoi, sa perruque marche, parce que sur moi, ça avait pas du tout marché. Hein. Il joue Legolas. Tu décrirais comment, Legolas ? Legolas, c'est un elfe, donc il est léger, il est svelte, il gambade, il touche à peine le sol, il marche sur la neige comme ça alors que tout le monde est en train de ramper. Lui, il a plein de grâce et voilà, c'est tout. Ah, et si, il a un arc. T'avais un crush sur lui à l'époque, non ? Ouais, c'était mon crush number one, je pense, du Seigneur des Anneaux. Et en fait, je crois... Pirates des Caraïbes, c'était avant Le Seigneur des Anneaux ? Non, c'est après. Ah, c'était après, ok. Après, je pense, ça s'est peut-être chevauché, mais le premier Seigneur des Anneaux est arrivé avant le premier Pirates des Caraïbes. Parce que je pense que c'est vraiment mon crush sur lui qui a fait que je suis allée voir ces 2 films au cinéma. Donc sans doute Pirates des Caraïbes parce que je l'avais vu et que j'étais fan de Legolas. Et je me demandais pourquoi justement c'était pas Aragorn, mais en fait Orlando Bloom, il avait début de vingtaine quand on a fait ses films. Il est mignon, quoi. Oui, et puis moi j'avais 11 ans et en fait Viggo Mortensen en avait 43, quoi. Oui, Viggo Mortensen, Aragorn, c'est un homme. Tu vois. Oui, ils ont vraiment 20 ans d'écart les deux, donc clairement j'avais plus de chances d'avoir un crush sur Legolas, mais en fait c'est aussi parce que c'est un personnage qui dit pas grand chose. Enfin non, mais c'est vrai, c'est facile de projeter un peu ce qu'on veut sur lui. Les autres ils bougonnent beaucoup. Mais tu vas voir, il va dire des choses dans les prochains films, des choses inoubliables. Trop bien. Et enfin il y a le nain, voilà. Il s'appelle comment, le nain ? Gimli. Bravo. Et il est joué par John Rhys-Davies. T'as rien à dire sur lui ? Si, il est très amusant. Je l'aime bien parce qu'il bougonne beaucoup. Et j'aime bien parce qu'à un moment dans la mine, il dit « personne ne lance un nain ». Et vu que le lancer de nain, c'est quelque chose qui est considéré comme très offensant et qu'on a vu plein de fois dans la pop culture, je trouve ça très bien que là, il ait dit non. On ne fait pas de lancer de nain dans ce film, tu vois. C'est marrant parce que j'ai écouté Le Masque et la Plume de la sortie de la communauté de l'anneau, j'en reparlerai, c'était gratiné. Et le seul truc qu'ils ont trouvé bien, c'est ce moment. C'est vrai ? Ouais, vraiment, tous. Bon, après, c'est un bon moment, hein, mais c'est vraiment le seul truc qui a été noté comme un moment à peu près marrant, quoi. Ah ouais ? Ouais. Dur. Et tous ensemble, ils forment la communauté de l'anneau. You shall be the fellowship of the ring. Trop bien. Il a dit le titre. Est-ce que dans le 3, ils disent oh, regarde, c'est le roi, il est de retour. Et dans le 2, ils disent regarde, il y a des tours et il y en a 2. Qu'est-ce que je suis drôle, putain. C'est affligeant. T'as un personnage préféré dans le lot ? Pipin. C'est vrai ? Ouais. Ah oui, mais moi, j'adore, c'est comme Joey dans Friends, j'adore les personnages bêtes. Je sais pas, ils me réconfortent. C'est qui, toi, ton préféré ? C'est Aragorn, mais... Je sais pas pourquoi j'ai posé la question. C'était pas clair. Excusez-moi. Sinon, j'aime beaucoup Frodon aussi. Ok. Ce qui est, en fait, c'est le héros et tout ça, mais il n'est pas forcément très mis en valeur toujours, mais il est... je sais pas, il a beaucoup d'intériorité, je trouve. C'est un bon héros. Pour l'instant, on sait pas grand-chose de lui. Après, c'est peut-être parce que je projette les livres aussi dessus. Hein. Mais bon.
On peut aussi mentionner Saruman. Oui, Saruman qui a une manucure très tendance. Ouais. Vraiment, j'étais très impressionnée par ses T'as dit ongles. qu'il était cunty, Ouais. je cite. Non, mais c'est très à la mode en ce moment. Toutes les meufs, elles ont des ongles comme Saruman. Et D'ailleurs, joué- je devrais dire ça la prochaine fois que j'aurai une meuf comme ça dans le métro. Je dirais Saruman. Il est joué par Christopher Lee, qui était un habitué des rôles de méchants et qui était un des plus gros fans de Tolkien de toute l'histoire de la fanitude de Tolkien. Un peu comme Stephen Colbert. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu des vidéos de Stephen Colbert qui parlent de Tolkien. C'est un truc de malade, il connaît tout. Mais Christopher Lee qui était apparemment comme un gamin sur le plateau parce qu'il était trop content Ah ouais, de tu jouer. m'étonnes. Ouais. Ensuite, il y a les 2 personnages féminins de cette saga. Il y en a un 3e qui va arriver après, mais là, c'est vrai que bon, c'est pas une saga très fournie en femmes, Non. mais elles ont leur importance. Il y a d'abord Arwen, jouée par Liv Tyler. Moi, j'aime beaucoup Arwen. Enfin, Ok. non, non. J'aime pas particulièrement Arwen, mais j'aime beaucoup sa scène avec les chevaux. Je trouve que c'est une des meilleures scènes d'action du film. Elle sauve Frodon. Tous ces hommes sont incapables de le sauver. Et là, elle arrive sur son cheval et elle dit à Aragorn, je suis plus rapide que toi, donc c'est moi qui vais m'en occuper. Et elle se fait pourchasser par les 9 Nazgûl. Et la scène est vraiment impressionnante. Enfin, c'est une cascade à cheval où ils traversent une grande plaine. C'est très beau. Et après, elle traverse une petite rivière et elle ensorcelle l'eau pour qu'ils soient tous emportés par le torrent. C'est vraiment une super scène d'action, je trouve, aussi parce qu'elle est assez... elle est rapide, mais elle est vraiment très mémorable visuellement. Et puis en le voyant, je me suis dit, mais quel bonheur de voir des vrais cailloux et de la vraie eau dans un film comme ça. Genre Après, un film je de pense que les fantasy chevaux et d'action. en eau, c'est... Oui, sans blague. Mais en fait, on en reparlera sans doute, mais ce film, il est vraiment situé entre 2 ères, en fait, dans l'histoire des blockbusters et notamment des films de fantasy comme ça, où maintenant, plus rien n'est réel à l'écran. Et là, c'est vraiment hyper grisant de voir les vrais paysages de Nouvelle-Zélande qui sont utilisés pour créer ces scènes un peu magiques. Cette scène d'Arwen, oui, du coup, dans le film, en fait, c'est un elfe homme, mais je pense qu'ils se sont dit que ce serait bien de donner un peu plus d'importance à Arwen, parce que dans le premier livre, on la voit pratiquement pas, en fait. Même à Rivendell, on voit pas de scène entre elle et Aragorn. Leur histoire d'amour, elle est résumée dans un appendice à la fin du Retour du Roi. Mais un appendice très important. Mais... Ouais, parce que j'allais te demander, tu trouves intéressante leur histoire d'amour? Parce que moi, pas trop. Ouais. T'es pas jalouse? Non, mais oui, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle fait écho dans une des scènes coupées de la version longue. Il y a Aragorn qui chante un chant sur 2 personnages. Désolée, là, ça va. Ça donne envie. Non, c'est très beau. Mais il chante, c'est sur Luthien et Beren, qui en fait, c'est une histoire d'amour très très connue dans l'univers de la Terre du Milieu. Et c'était une histoire d'amour entre un homme et une elfe. Et il se trouve qu'Aragorn et Arwen sont tous les 2 descendants de ces 2-là. Ils sont donc cousins très très distants. De toute façon, elle a 2000 ans de plus que lui. Hein. Mais À ce stade. leur histoire d'amour fait écho à ça. En fait, il y a un côté tragique parce qu'elle va renoncer à son immortalité, ce que tu trouvais pas très impressionnant parce que tu étais là, facile à dire quand tu as vécu 2000 ans. Bah ouais. Mais en fait, il y a un côté tragique parce que elle va quand même vivre bien plus longtemps que tous les gens avec qui elle va partager sa vie, quoi. Et elle va renoncer surtout à toute sa famille elfe. Enfin, elle va dire au revoir à son père. C'est ça leur histoire d'amour. T'es amoureuse ou t'es pas amoureuse? Choisir, hein. Oui, mais enfin bon, il y a un gros sacrifice qui est associé à ça. Non, quoi. mais c'est vrai que c'est très beau. Le moment de la déclaration d'amour est très beau quand elle dit qu'elle renonce à son immortalité pour lui. On les connaît depuis pas longtemps, mais tout de suite, ça en dit long sur l'intensité de leur amour. Ouais, moi j'avoue que je suis pas fan de parce qu'elle chuchote tellement que ça me crispe un peu. Oui. Mais j'adore leur histoire dans le livre et donc je projette ce que j'aime bien sur l'histoire dans le film. Ça fonctionne pour moi. C'est un beau geste d'amour. Je me souviens, j'adorais Arwen quand j'étais adolescente parce que c'était la seule sur laquelle je pouvais projeter quoi que ce soit, vu que Oui, déjà, c'est la seule femme brune. Exactement. Et il y en a une autre qui est blonde. Voilà, il y en a. Ouais. Me spoil pas. Hein. Non, mais je savais pas qu'il y avait une 3e femme. Et il y a ensuite Galadriel qui est jouée par Cate Blanchett, qui est la plus belle femme du monde en général. Même si elle a les doigts tordus, mais bon. Voilà. T'as un truc à dire sur Galadriel? Non, elle brille et je l'aime pas trop. Quoi? Ouais. Pourquoi?
j'aime pas les personnages comme elle et comment il s'appelle Bilbon, qui sont un peu possédés par l'anneau et qui ont leur visage qui devient tout méchant d'un coup. Je pense que j'ai vu ça à un âge très jeune et je me suis dit non, eux, je veux plus jamais les revoir, ça m'a stressée. Alors elle est pas possédée par l'anneau justement. Elle est tentée et elle y résiste. Oui. Mais justement, c'est une des rares à résister alors qu'on lui offre l'anneau. Il n'y a que Gandalf et elle qui résistent quand même. Ouais, c'est vrai, mais elle devient quand même... Elle a un long moment où elle est un peu mais en fait, elle a un côté menaçante. menaçant. Elle est connue dans la région comme une sorcière un peu menaçante ou des choses comme ça. Mais bon, ce que tu vois dans le film, quand même, à part ce moment où elle est un peu terrifiante, c'est quand même un être assez bienveillant. Non, et puis après, c'est assez stylé ce qu'elle dit. Elle dit « tous m'aimeront et se désespéreront », ce qui pourrait aussi être ma bio Tinder. Et franchement, c'est pas mal. C'est un moment assez cool, quoi. T'avais du mal à croire qu'elle puisse vivre dans les arbres parce que t'étais en mode les elfes, comment ça vit dans les arbres et tout ça. Mais sache que Galadriel, en langue elfique, ça veut dire la dame des arbres. D'accord, carrément. Okay. C'est très littéral. Et tu sais quel est le lien de parenté entre Galadriel et Arwen ? Non. C'est sa grand-mère, Galadriel. D'accord. Elrond a épousé la fille de Galadriel. Voilà, pour la petite histoire. D'accord. J'ai mis 15 secondes à... Voilà, comme ça, fascinant. Tu sauras quelque chose de plus. Ouais, je suis ravie. C'est jamais mentionné dans les films. Bon, ce qui est étrange quand même, c'est que malgré tout ce champ des possibles en ce qui concerne plein de personnages super, ton affection va vers d'autres créatures bien moins reluisantes. Il y a d'abord Gollum. Pauvre Gollum, il aurait dû le garder. Bah, tout se serait bien passé si Gollum l'avait gardé, non ? Non, je crois pas, mais... Il y a un troll qui les attaque dans les mines à un moment, et t'as développé une sympathie très éphémère, mais forte pour lui. Oh non. Je l'aimais bien. Choupinou, bah oui. Choupinou, donc, le troll. Ouais, bah il est sur le point de mourir, moi ça me rend triste. Est-ce que tu peux expliquer ton amour pour ces créatures ? Bah, je crois que c'est un peu comme, en vrai, comme les gens qui disent qu'ils sont plus... Enfin, tu sais, le fait qu'on est plus attendri par un animal que par un être humain, ce qu'on mentionne souvent, par exemple, quand il y a des vidéos de guerre, etc., où on trouve ça un peu absurde que les animaux soient instrumentalisés comme ça pour émouvoir très facilement les gens, mais en fait, c'est parce que les animaux peuvent pas parler et que donc on projette un peu ce qu'on veut sur eux. Et c'est un peu pareil avec le troll, c'est-à-dire que moi, du coup, je m'imagine que... Je sais pas, tu vois, il était juste en train de dormir dans sa grotte, tranquille, et là, il a été réveillé par ces mecs, il sait pas ce qui se passe, et donc il s'est un peu énervé, et il finit mort, quoi. Et peut-être qu'il avait pas mérité de mourir. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et Gollum, Gollum, c'est hyper tragique, son histoire. Oui. Je sais pas, non, c'est vrai, il y a quelque chose de c'est tragique chez Gollum, mais... Ouais, en fait, moi, surtout quand il y a la petite introduction au début où il montre Gollum, pour moi, ça évoque tellement l'addiction, en fait, où c'est vraiment quelque chose qui le fait complètement dépérir et qui est hyper violent, mais en même temps, il peut pas s'en passer. Et je l'aime bien parce qu'il est tout petit et recroquevillé et que j'ai envie de lui faire des tresses, mais... Après, des tresses, il n'y a pas beaucoup de matière. Justement, ça irait très vite. Mais non, mais il y a un truc. En fait, le truc, c'est que Sméagol, Gollum à l'origine s'appelait pas Gollum, et son histoire d'origine, c'est qu'il tue son meilleur ami pour lui récupérer l'anneau. Ah ouais, pas ouf. Et voilà. Et du coup, il y a quand même un truc, il y a un péché originel, mais on comprend que c'est l'emprise de l'anneau, mais l'emprise de l'anneau, elle est très rapide sur lui quand même. Donc oui. Mais je sais pas, il est choupi avec sa petite voix. Et puis il est très passionné. Et moi, j'admire ça. T'aimes la passion. Ouais, c'est ça. Il existe une version longue du film, tu l'as dit, qui dure donc 3h30, et l'existence même de cette version a eu l'air de te laisser perplexe. Il y a quoi dans la version longue, en fait? Est-ce qu'il existe une version courte? Mais si, la version courte. Non, ça c'est la version normale. T'es en train de la regarder. Oh, c'est pas long du tout. Si, c'est super long. C'est just the perfect time. Et ça pourrait même être plus long. La preuve en est, il existe des versions plus longues. Non. Libérez-moi. On peut plus. C'est bon, là, on est passé 10 minutes sur Kate Blanchett qui verse une carafe d'eau dans un puits, quoi. Non, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans cette version longue, en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de rater de crucial, là, à l'heure actuelle? Puisque tu poses la question, je vais te le dire. C'est parti pour l'explication de 3 heures. Je vais pas toutes les faire quand même, parce qu'il y en a beaucoup des scènes. Mais déjà, dans la version longue, en fait, après l'ouverture où Galadriel décrit un peu
tout ce qui s'est passé avec l'histoire de l'anneau. Il y a Bilbo qui commence son livre en fait et en décrivant les hobbits. C'est un clin d'œil au début du Seigneur des Anneaux qui décrit un peu le mode de fonctionnement des hobbits. Donc on passe encore plus de temps avec les hobbits. Et je sais que toi, c'est pas tes parties préférées du film, mais c'est un truc assez charmant et il y a pas mal d'humour sur la description du mode de vie des hobbits, ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas et tout ça. Bref, moi j'adore. À la rigueur, s'il y avait une visite guidée de la maison de Bilbo, ça, j'aurais dit OK. Tu peux en Nouvelle-Zélande la visiter, je crois, à Hobbiton. Ouais, mais c'est un peu loin. Il y a une scène dans la taverne avec les hobbits, toujours aussi, où ils chantent une chanson, et aussi où tu les vois parler des aventures de Bilbo et du fait qu'il ne croit pas vraiment en tout ce qu'il dit ou qu'il pense qu'il est complètement fou. C'est une façon de montrer un peu le caractère des hobbits qui est quand même assez méfiant de nature, méfiant de tout ce qui est extérieur à leur univers, quoi. Le conseil d'Elrond est plus long. C'est vraiment pas les moments où je me suis dit il me manque quelque chose à ce moment-là, tu vois. Eh ben, franchement, si tu voyais la scène qui a été coupée, peut-être que tu te dirais que ça vaut le coup de l'inclure parce que en fait, c'est Gandalf qui commence parce qu'ils commencent à tous à parler, et Gandalf les interrompt en hurlant la langue du Mordor et ce qui a marqué sur l'anneau et tout devient sombre et tout ça et c'est assez badass comme moment. Quoi d'autre ? Vas-y. Un truc vraiment crucial pour le coup qui a été coupé, selon moi, c'est le départ de Lothlórien qui est donc l'endroit où vit Galadriel. Au moment où ils partent, en fait, Galadriel fait un cadeau à chaque membre de la communauté de l'anneau. Donc déjà, elle leur offre des capes et des broches, on les voit après, et ça a son importance dans les films qui vont suivre. Legolas hérite d'une arc. Un arc. Ouais. Merry et Pippin héritent de poignards. Sam obtient une corde. Il voudrait des poignards, mais il a une corde à la place. Mais ça va lui être très utile. Gimli, il a les cheveux de Galadriel parce qu'il lui demande. Mais en fait, c'est assez beau parce que... c'est vraiment le cadeau de merde, quoi. Bah non, au contraire. Alors, au contraire. Je sais pas si je devrais rentrer dans les détails. Non. D'accord. Mais il y avait un autre elfe très connu qui lui avait demandé ses cheveux et elle avait refusé de les lui donner. Et il lui avait demandé 3 cheveux à elle et elle avait refusé. Et Gimli lui en demande qu'un seul et elle lui en donne 3. Donc, du coup, c'est vraiment un signe. Est-ce qu'il y a eu un petit... Non, il n'y a pas eu de rapprochement. Gimli, Galadriel ? Non, mais c'est un beau signe aussi de... C'est un signe de communion entre les peuples, tu vois, parce que les nains et les elfes s'aiment pas normalement. Ils D'accord. sont, voilà. Donc Frodon, il hérite d'Elendil, la lumière éternelle, là, tu vois, c'est... Et Aragorn, il a rien parce qu'elle lui dit t'as déjà tout avec Arwen, voilà. Et elle lui dit par contre on va jamais se revoir, bye bye, parce qu'elle va partir vers Galadriel ? Oui, mais il s'en fiche de la revoir, non ? Il la connaît quand même bien. Hein. Ok. Ouais. Ils faisaient souvent des apéros ensemble. C'est ça. Et il y a plein de petites scènes en plus que moi j'aime bien. Il y a une scène où on voit passer des elfes dans la forêt au tout début. C'est la première fois qu'ils voient des elfes, Frodon et Sam, et ça évoque un chapitre dans le livre. Bon, il y a une scène dans les marais entre Bree et Rivendell qui est pas mal aussi, où Aragorn chante la chanson dont je parlais tout à l'heure. Moi, les moments chansons, c'est vraiment pas... Là, il n'y en a pas, du coup. Ouais. Oui, tant mieux. Dans les livres, il y en a beaucoup. Donc, je crois que c'est aussi ça qui a fait que j'ai arrêté les livres. Oui, c'est possible. Il y a Aragorn qui visite la tombe de sa mère aussi. Et il y a Gollum qui apparaît à nouveau. Ah, ça voilà. Ça manque de Gollum, ce premier film, je trouve. T'inquiète, tu vas avoir ta dose dans les prochains. J'ai trop hâte. Là, tu vas bien être contente. Ouais. Il est très présent. Ça va Gollumer. On va pas passer chaque scène en revue de ce film. Non, puisqu'on parle déjà depuis beaucoup trop longtemps. Voilà. Mais ce qui a le plus fonctionné sur toi, c'est les moments un peu horrifiques, comme la scène dans la forêt. Et il va être aspiré un peu, non ? Il va sentir un peu le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est le moment où il y a des insectes qui sortent, non ? Ouais. Honnêtement, je trouve que c'est une des scènes les plus réussies parce que visuellement, je m'en souvenais quasiment par cœur avant qu'on revoie le film. Et donc, c'est au tout début quand ils sont dans la forêt, juste les 4 hobbits, et il y a les Nazgûl qui arrivent et ils se cachent sous un tronçon d'arbre. Et on voit juste la patte du cheval qui se pose et ensuite le pied du Nazgûl qui se pose. Et ils doivent évidemment être très silencieux pour ne pas attirer l'attention sur eux, comme dans un film d'horreur. Et sauf que là, ils ont des insectes qui commencent à leur grouiller dessus. Donc, un moment où typiquement, tu as envie de hurler et de partir en courant. Et ils peuvent pas. Et donc, ça marche très, 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 très bien. Il y a un autre segment qui t'a particulièrement plu, c'est toute la partie, enfin je crois, si j'en crois toutes tes réactions, c'est toute la partie dans les mines de Moria.
Est-ce que tu peux expliquer un peu comment la communauté atterrit là et ce qui s'y passe ? Alors, ils partent de de la Comté pour aller à Brie. Non. Ah oui, c'est après, oui, quand ils envisagent d'emprunter la Trouée du Rohan, mais ils peuvent pas. Alors, voilà, ils sont sur la montagne, il y a beaucoup de neige. Ça, c'est ma partie où j'ai dit que j'aimais beaucoup parce que ça ressemble à Everest, le film, où les gens sont coincés dans la neige. Et j'adore les films où les gens sont coincés dans la neige. Et du coup, ils se disent... c'est trop compliqué, on va jamais y arriver, il fait trop froid. En plus, il y a Saruman qui a fait un petit tour de magie pour qu'il neige encore plus. Et du coup, ils arrivent devant l'entrée de cette mine, mais le mot de passe de la mine a changé. Et ils se souviennent plus du mot de passe. Non, c'est pas qu'il a changé, c'est qu'ils s'en souviennent plus. Et donc, comme vous l'imaginez, quand on se souvient plus de son mot de passe, c'est extrêmement chiant. Donc, ils essayent plein de combinaisons et finalement, ils arrivent à ouvrir la porte. Et à ce moment-là, il y a une hydre, un monstre avec plein de tentacules qui sort de l'eau et qui les attaque. Et pour s'échapper du monstre, ils sont obligés de rentrer dans les mines qui sont pourtant pas un endroit très safe. Et l'entrée est condamnée, donc ils sont bloqués dans la grotte. J'adore. Exactement. Et là, ils vont rencontrer un troll, des orques et un balrog. Et ça va être la chute de Gandalf face au balrog. C'est une des scènes cultes de ce film. Et un moment vraiment très, très culte que je connais très bien. Ah oui, c'est ça, You shall not pass. Désolée, je le fais très bien. Magnifique. Franchement, bravo. Ce qui est intéressant, c'est que Peter Jackson avait un profil plutôt horrifique avant de s'attaquer à la saga, ce que tu m'as souligné pendant ce film. C'est marrant qu'il ait fait ça, Peter Jackson, quand même. Ah bon, parce que c'est littéralement le truc qui le définit, quand même. Moi, c'est marrant qu'il ait fait d'autres trucs pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce que toute sa carrière, c'était surtout des films d'horreur, quoi. Ah bon ? Et oui, fun fact. T'en avais vu beaucoup des films de Peter Jackson ? Il a commencé comme un cinéaste, d'horreur, avec des films très, très gore. Un qui s'appelle Brain Dead, qui est considéré comme un des films les plus gore de tous les temps, qui est vraiment très, très drôle. Et un autre qui s'appelle... Non, mais c'est des comédies horrifiques, en fait. C'est-à-dire que c'est totalement absurde. Et il y en a un autre qui s'appelle Bad Taste, donc comme son nom l'indique, avec beaucoup, beaucoup de mauvais goût dedans. Et là, c'est des extraterrestres, mais un peu zombies, qui envahissent une petite ville en Nouvelle-Zélande. Et il y a un mec il a le crâne ouvert et il n'arrête pas de perdre des bouts de cerveau. Et à chaque fois, il les ramasse, il les remet dedans. Et c'est vraiment que des moments de gore... Très drôle. Très drôle, très ludique, très jouissif. Et surtout, c'est très impressionnant parce que c'est des films qu'il a fait avec quasiment rien. Enfin, surtout Bad Taste, qui était son premier. C'est un film qu'il a tourné tout seul avec ses potes dans son quartier en Nouvelle-Zélande sur plusieurs années. Ils ont fait tous les effets spéciaux eux-mêmes. Et donc, les flingues, ils les faisaient avec des bouts d'aluminium. Les masques, en fait, il y a plein de prothèses pour les aliens. Ils les ont cuits dans le four de la mère de Peter Jackson. Enfin, c'était vraiment système D du début jusqu'à la fin. Et quand on voit le film aujourd'hui, qui est un peu, qui est pas parfait, mais c'est un film culte. C'est très, très impressionnant ce qu'il a réussi à faire avec quasiment aucun budget. Il joue 2 rôles dans le film et c'est lui et ses potes, en fait, qui jouent dedans. Et donc, il y avait vraiment un côté, DIY dans ces films-là et une certaine ingéniosité, voire un certain génie avec les effets spéciaux qui, à mon avis... préfigure le Seigneur des Anneaux. Et puis exactement. même le côté un peu familial. C'était une équipe avec laquelle il avait déjà travaillé. Il y avait sa femme aussi, je crois, sur le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. Et oui, il a écrit les films précédents avec sa femme aussi. Et il a tourné aussi, évidemment, ses films en Nouvelle-Zélande. Donc, il s'est jamais vraiment éloigné de là d'où il venait. Et c'est des films qui ont beaucoup d'humour, qui sont très bien montés. Bon, le Seigneur des Anneaux est mieux monté, puisque... Bad Taste, c'est lui qui l'a monté et clairement ça se sent. Mais voilà, en fait, on voit déjà un cinéaste qui a une vraie patte et beaucoup, beaucoup d'ambition. Parce que faire ça tout seul, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a des choses visuellement qui t'ont marqué dans Le Seigneur des Anneaux, enfin dans la communauté de l'anneau ? Ouais, déjà, je pense qu'en termes de réalisation, le plus important, c'est d'établir un univers. Évidemment, les livres étaient moins connus qu'après la sortie du film, mais là, il y a quand même un gros enjeu, comme vous l'avez compris, c'est quand même un peu difficile parfois de suivre où on est et qu'est-ce qui se passe. Et grâce au décor et aussi grâce à la photo et à la réalisation, Peter Jackson rend tout ça très simple. Visuellement, on a la comté qui est tout en rondeur, avec une certaine musique, une certaine lumière, et ensuite on passe à là où Saruman habite, où là, c'est que des lignes très droites, très symétriques. Et donc, il y a un vrai talent pour établir tous les lieux
de cet endroit et tous les enjeux principaux. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de très gros plans sur les personnages. Et donc, ils sont filmés de très, très près. Il y a des moments où, notamment Gandalf, il est souvent filmé de très, très près. Mais en fait, il y a toujours ce contraste dans la réalisation entre des très gros plans sur les personnages et des plans très, très larges qui établissent l'immensité des lieux dans lesquels ils évoluent. Et ça, c'est vraiment très, très bien fait. Et je pense que c'est un peu toute la beauté du film. C'est le fait d'avoir des enjeux qui soient à la fois très humains et très personnels. Et on est très attaché à ces 9 ou 10 personnes-là. Et en même temps, des enjeux qui sont épiques. C'est le bien contre le mal. Et on a énormément de mouvements dans la réalisation aussi. C'est un réalisateur qui aime beaucoup réaliser de manière très dynamique. Il y a beaucoup de mouvements panoramiques, en fait, qui nous permettent de faire le tour des lieux avec la caméra. Il y a la chute aussi de la tour d'Isengard, tu sais, quand il rentre dans la... Ouais, en fait, si tu revois le film, il y a vraiment... peu de plans statiques. C'est vraiment tout le temps en mouvement et dans les scènes d'action, c'est caméra à l'épaule, donc il y a un côté très immersif. Il y a une espèce de sentiment de frénésie en permanence et comme on est sur un récit épique, ça marche super bien parce qu'on est vraiment tout le temps en mouvement et c'est extrêmement prenant. Pour un film qui dure 3 heures, c'est nécessaire. Mais c'est vrai que c'est un style qu'on retrouve dans ses premiers films, ces films d'horreur. Il aime se rapprocher énormément des acteurs et il aime beaucoup faire des panoramiques et beaucoup bouger la caméra, circuler autour de ses acteurs. Et là, ça marche très très bien. Et le dernier truc qu'il faut mentionner, peut-être que tu voulais en parler aussi, mais c'est les effets spéciaux. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a une génération de cinéastes qui ont tous grandi un peu au même moment en faisant des films d'horreur un peu système D et qui se sont retrouvés à la pointe de cette nouvelle ère du CGI et des images de synthèse. Il y a lui, il y a Sam Raimi qui a été connu avec Evil Dead et qui ensuite s'est retrouvé à faire Spider-Man juste 1 ou 2 ans après La Communauté de l'Anneau. Et il y a un petit peu Ridley Scott qui a commencé avec Alien et des effets spéciaux très DIY, très pratiques et qui ensuite avec Gladiator est passé en partie des effets numériques. Et là, c'est ça qui est impressionnant dans La Communauté de l'Anneau, c'est de voir à quel point ça a très bien vieilli. Il y a des moments où on voit l'écran vert et les images de synthèse un petit peu, mais comme ils sont pile au juste milieu historiquement entre les décors naturels dont je parlais avec les cailloux et les rivières et le début des images de synthèse, c'est extrêmement frappant parce que maintenant, des films comme ça, il n'y en a plus. Et je pense que celui-là, Spider-Man et Gladiator, ça a vraiment été une ère très précise, début des années 2000, où on avait le mélange parfait entre images de synthèse et décors naturels et maquettes et tout ça. Et ensuite, on est rentré totalement dans l'ère du CGI, quoi. Je me souviens à l'époque, surtout Gollum, qui était quand même un effet spécial qui était hyper innovant, que c'était un gros sujet dans les magazines à l'époque. Comme j'étais fan de la saga, je lisais tous les trucs dessus. Il y avait énormément d'articles dessus, sur les techniques qui avaient été employées, sur le fait que c'était complètement novateur et révolutionnaire et que ça a été réutilisé après dans plein de... Ouais, c'est ça, la motion capture et l'acteur... Andy Serkis. Ouais, voilà, Andy Serkis qui est devenu un pionnier justement de cette technologie-là. Maintenant, c'est quelque chose qui est utilisé assez fréquemment dans les films à Hollywood, mais je me souviens aussi de la couverture médiatique qui était ouf là-dessus. Et le truc auquel on prête moins attention, mais qui est quand même assez remarquable aussi, c'est tout le travail sur l'échelle qui est fait dans le film, puisqu'on a des personnages, donc des hobbits qui sont tout petits et Gandalf qui est immense. Et en fait, ils ont employé plein de méthodes, alors certaines numérique, où en fait ils ont placé les acteurs sur un écran bleu et ensuite ils les ont réduits d'un quart numériquement plus tard. Mais il y a aussi plein de moments où c'est de la perspective forcée. Donc c'est juste des astuces dans le placement de la caméra et le placement des acteurs et des moments aussi où ils ont reconstruit les décors à 2 tailles différentes et donc les hobbits filmés dans un décor trop grand pour eux et les Gandalf dans un décor trop petit pour eux, etc. Les Gandalf. Et les Gandalf, voilà, l'espèce des Gandalf. Mais non, ça c'est vraiment très très impressionnant parce qu'en fait quand on revoit le film aujourd'hui, on prête pas attention à ça. Enfin, moi, il n'y a aucun moment où je me dis c'est marrant, il est plus petit que Gandalf. Mais pour un film qui a 25 ans, c'est ouf. Le film se conclut par une scène de bataille et par la dissolution de la communauté. Il y a un personnage qui est central dans ces scènes, c'est Boromir, ou plutôt on va entendre ton petit surnom pour lui. Bobo. Mimir. Oh non, les petits, ils ont pris les petits. Quoi? Merry et Pipin. Tu peux expliquer ce qui arrive à Bobo Mimir? Il va vraiment pas bien. Il est de plus en plus attiré par l'anneau et il a un moment de faiblesse face à Frodon dans la montagne, là. Il essaye de lui prendre l'anneau et il devient agressif et Frodon s'échappe et à ce moment-là, ils sont attaqués par les orques et les Uruk-hai. Et à ce moment-là, il retrouve un peu ses esprits et il est catapulté
catastrophé par l'attitude qu'il vient d'avoir. Et donc, il s'effondre, il se met à pleurer en disant « Frodon, je suis désolé. » Sean Bean est excellent dans cette scène. Et après, il se bat contre tous les méchants. Il meurt alors qu'il essaye de protéger Merry et Pipin. Et en plus, on les avait vus s'entraîner ensemble à se battre plus tôt. Et il leur avait fait un petit câlin. Donc, il y avait déjà quelque chose qui avait été établi entre eux. Et le fait qu'il les protège, eux, et pas Frodon, qui est celui qui doit évidemment être protégé à tout prix, mais je trouve ça très touchant que ce soit, en gros, pour les personnages dont personne ne se soucie, qui va quand même se sacrifier. Et c'est hyper héroïque parce qu'on lui tire une flèche et il continue à se battre. On lui tire 2 flèches et il continue à se battre. Et il est à moitié mourant, mais il continue à se battre. Et c'est très touchant. Et à la fin, il dit à Aragorn, « Je vous aurais suivi, mon frère, mon capitaine, mon roi. » Ah, c'est trop beau. Ouais, c'est hyper émouvant. Ça me donne des Franchement, frissons. c'est une très, très belle scène. Vraiment, les 45 dernières minutes du film, je souffrais un peu, j'en avais marre. Alors que le reste, je trouve que ça se tient très bien. Et heureusement, à la fin, je suis vraiment rattrapée par ça. Parce que cette séquence de bataille à la fin, elle est géniale. Et il y a une vraie émotion à ce moment-là. Ouais, c'était établi, il y a une sorte de rivalité entre eux, c'est-à-dire qu'il y a une scène qui est coupée où ils s'engueulent parce que Boromir a l'impression aussi qu'Aragorn ne veut pas être roi et veut pas vraiment être à la hauteur de la tâche qui devrait lui être confiée, quoi. Et là, il y a vraiment un moment justement où on sent aussi le poids que ça va avoir pour Aragorn dans sa décision de enfin s'emparer de son héritage, quoi. Mais non, c'est très très beau et puis on comprend surtout que Boromir, c'est l'anneau en fait qui joue sur ses faiblesses, mais qu'au final c'est un homme intègre et qui est bon, le pauvre. Bah oui. Non, franchement, c'est une très très belle scène. Dans cette scène, il y a Merry et Pipin qui sont donc kidnappés. Les petits, il a pris les petits, petits, comme oui. tu disais. Ils sont kidnappés par les Uruk-hai de Saruman parce que Saruman avait dit vous prenez les halflings, donc les demi-hommes, les hobbits, quoi, parce qu'il pense qu'il y a Frodon parmi eux. Ouais. Donc ils sont kidnappés. On va entendre tes réactions. Non, Pipin, il va pas mourir. Marie, il va pas mourir là. Non. Mais quoi? Il va pas mourir. Ne me tape pas, je rêve. Boromir, ok, y a pas de souci. Mais pas Pipin. Mais eux, ils ont pas bougé depuis tout ce temps. Non, mais eux, ils vont 1m20, donc... Justement, qu'ils aillent se cacher dans un terrier quelque part et... Oh non! Oh, ils vont être kidnappés? C'est ça qui se passe? Marie, dis-moi. Bah, tu verras bien. Maintenant, je veux voir maintenant. Bah, tu vois bien. Ils sont pris en otage. Et lui, c'est horrible. Ça, j'avais totalement oublié qu'ils se faisaient kidnapper. Ouais, du coup, j'ai eu peur. Non, mais il faut dire que tu étais déjà inquiète pour eux depuis un bout de temps dans le film. Plus jamais tu vas rentrer chez toi. C'est fini. Ah, tu crois qu'il rentre plus jamais chez lui? Bah si, parce qu'à la fin, les elfes, ils leur font des cadeaux, ils rentrent chez eux, c'est pas ça? Il n'y a aucun des hobbits qui meurt. Bon, maintenant que tu m'as posé la question, je me doute bien qu'il y a au moins un des 2 abrutis qui va mourir, là. Tu crois que quel abruti va mourir? Pipin, c'est le moins important, entre guillemets. Ça me briserait le cœur. Mais du coup, ça aurait plus de poids émotionnel si c'était Merry, puisqu'il est un peu plus développé dans le film. Bon, donc je sais pas. Frodon et Sam, eux, partent pour le Mordor dans une scène qui, pendant des années, pouvait me faire pleurer sur commande. Ça a plus cet effet maintenant, je sais pas pourquoi ça avait cet effet un jour. C'est touchant, mais... tu es devenue une femme. Ouais, maintenant, il n'y a que Aragorn qui t'intéresse. c'est ça. Mais vraiment, je pouvais fondre en sanglots devant cette scène. C'est-à-dire que ce qui se passe... C'est peut-être parce que tu savais pas nager. Et non, après, une fois que t'as appris... Je savais nager déjà à l'époque, merci. Tu crois que j'ai appris à nager moi, je sais pas très bien nager. Hein. Non, mais quand même. Non, c'est en fait, il y a Frodon qui part tout seul vers le Mordor et Sam le suit au péril de sa vie parce qu'il manque de se noyer, parce qu'il sait pas nager et tout ça, mais parce qu'il dit j'ai fait une promesse et je tiendrai ma promesse et je serai avec vous jusqu'au bout. C'est trop beau. Oui, c'est très touchant. C'est très touchant. Tu penses qu'il va se passer quoi dans le prochain volet, les 2 tours? Je sais qu'ils sont juste avant un endroit qui a l'air hyper stylé, avec des pointes dans la montagne. Enfin, c'est une espèce de plaine avec des pics. Quoi? Et mais si, c'est l'endroit hyper sombre, là, juste avant le Mordor, quoi. Ah oui, d'accord. Et oui, quand Sean Bean, il dit « One does not simply... walk into Mordor. Voilà. Il explique qu'il y a cet endroit. Ah non, après, c'est Gimli aussi qui explique
juste avant, ce qui est bien pratique. Juste avant la fin du film, il dit mais vous êtes fous, on va pas aller dans cet endroit, il faut traverser cet endroit avec les pics. Et, il dit ça exactement comme ça. Mais ça a l'air trop beau, enfin, le décor est assez ouf, ça a l'air très sombre. En fait, je me souviens globalement qu'il y a beaucoup de moments après où Sam et Frodon, ils sont tout seuls, et parfois avec Gollum, et où il y a une énorme araignée, et il fait tout noir. Mais je sais plus si c'est le 2 ou le 3, et je sais plus combien de temps ça dure. Je me souviens que c'était pas particulièrement fascinant. Et après, Aragorn et Legolas, ils vont essayer de sauver Merry et Pipin. Ça, j'espère que ça va être cool. Et honnêtement, je me souviens plus du tout du reste. Attends, le 2, c'est les 2 tours. Ouais. Et c'est quoi les 2 tours ? Il y a quoi comme tour pour l'instant ? Il y a celle de Saruman. Ouais. Et celle de Sauron. Ah. Ok. D'accord, c'était facile. Trop forte. J'ai résisté à une blague sur le 11 septembre, mais... Excusez-moi. Tu m'as fait perdre le fil. Ah oui, je vais faire un petit point sur les critiques au moment de la sortie. Pour préparer cet épisode, j'ai écouté Le Masque et la Plume. C'était dégoulinant de mépris, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est dégoulinant de mépris sur les 3 films. Je pensais qu'au bout d'un moment, quand même, ils allaient s'habituer un peu à la saga, mais vraiment pas. Ce qui était très drôle, c'est que sur les 2 tours, il n'y a que 2 critiques ou 3 critiques qui l'ont vu, et 2 sur 3 n'avaient pas vu le premier volet. Donc, ils comprennent rien et ils se plaignent de rien comprendre. Donc, Mais sur La Communauté de l'Anneau, Jérôme Garcin décrit le Seigneur des Anneaux comme un Fort Boyard médiévalisant. C'est pas faux. Ouais, quand même. C'est pas faux, hein. Tous autour de la table se sont ennuyés. La plupart n'ont rien compris au film. Et pour les 2 tours, il y en a un qui dit quand même ça manque un peu de gonzesse, ce qui est pas faux. Bon, même si dans les 2 tours, c'est un peu là où il y en a quand même. Ils décrivent ça comme un univers castré et clos sur lui-même, ce qui est assez marrant de la part du Masque et de la Plume, sachant qu'il n'y a aucun critique féminin autour de la table quand ils parlent de ça. Donc voilà. À l'époque de la sortie, il y a eu une bonne critique dans Le Monde qui souligne l'intelligence de Peter Jackson, son ironie, sa liberté de ton. Libé aussi, qui dit « Sans attendre la suite, rien n'interdit de mordre déjà à l'hameçon ». Et Télérama, qui est plus mitigé, qui se dit « On peut maintenant se demander si Peter Jackson n'aurait pas dû franchement trahir Tolkien ». Il trouve qu'il est trop fidèle à Tolkien. C'est marrant parce qu'il y en a qui trouvent qu'il n'est pas assez fidèle, il y en a qui trouvent qu'il est trop fidèle. Donc bon, on ne peut pas gagner. Ça a 92% sur Rotten Tomatoes. La critique de Rolling Stones, donc aux États-Unis, décrit un film épique qui vous en met plein les yeux, vous sert en sensations fortes et divertissement, tout en restant toujours intimement en accord avec ses personnages. La critique du New York Mag, plus mitigée, bien plus. Les fans de Tolkien ne trouveront rien de tout cela en trop, mais pour les non-initiés parmi nous, point trop d'infos. Bon, il y en a trop, quoi. Et Roger Ebert, c'est intéressant. Roger Ebert a mis 3 étoiles sur 4, donc il a bien aimé le film. Mais en fait, lui, il était un peu heurté parce que ça correspondait pas à sa vision de la Terre du Milieu. Parce qu'il avait lu les livres, bah oui. Et du coup, il trouvait que les hobbits n'étaient pas assez au centre de l'action. Ok. Je suis en Mais désaccord le avec critique cette le analyse. plus virulent, c'est Christopher Tolkien, qui est le fils de J.R.R. Tolkien, qui était un peu le gardien des travaux de son père. C'est lui qui a publié beaucoup de livres de manière posthume. Alors, au moment de la sortie des films, il était assez il était assez diplomate. Mais des années après, il a dit ce qu'il en pensait. Je pense que ce qui le dérangeait vraiment beaucoup, enfin, sans vouloir rentrer dans sa tête, c'est toute la commercialisation autour. Et c'est en 2012 qu'il a dit dans Le Monde, ils ont éviscéré le livre en faisant un film d'action pour les 15-25 ans. Tolkien est devenu un monstre, dévoré par sa popularité et absorbé par l'absurdité de l'époque. Le fossé qui s'est creusé entre la beauté, le sérieux de l'œuvre et ce qu'elle est devenue, tout cela me dépasse. Un tel degré de commercialisation réduit à rien la portrait esthétique et philosophique de cette création. Il ne me reste qu'une seule solution, tourner la tête. Strong words. Ouais, en même temps, c'est ce qu'on pourrait dire de n'importe quelle adaptation quand c'est ton père littéraire et au qu'il a créé cinéma. un univers, C'est toujours. il y a dédié toute sa vie, en fait, Tolkien a... Oui, et puis tu perds forcément en fait énormément de substance. C'est ce qu'il avait dit aussi, au moment de la sortie du film à l'origine, il avait dit justement qu'une adaptation peut pas refléter tout ce que tu voudrais. Mais bon, après, visiblement, ça l'a heurté un peu plus au fil des années. Mais je peux comprendre, de voir des jeux vidéo ou des choses comme ça sur l'œuvre de ton père. Quand on sait un peu ce que Tolkien avait mis dans cette œuvre et le niveau d'investissement et le fait qu'il avait développé des langues entières, c'était un linguiste, le fait qu'il dessinait, qu'il avait toute une mythologie, une civilisation qu'il avait créée, et puis au final ça se transforme en jeu vidéo et en poupée Gollum en plastique. Il aspirait pas à ça, mais bon, c'est comme ça, quoi. Tu parleras dans les prochains épisodes de tout le rapport avec la guerre et le contexte dans lequel Tolkien a écrit. Il avait été dans les tranchées dans la Première Guerre mondiale et il a aussi interrompu l'écriture du livre pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il a commencé du coup en 1939.
Il a interrompu pendant 2 ans. C'est forcément un truc qui a nourri l'œuvre, et il y en a beaucoup qui ont comparé Sauron à Hitler, mais lui-même n'a jamais, je crois, je vérifierai, mais il n'a jamais eu de propos à ce sujet. De toute façon, la façon dont il présentait l'œuvre, elle était dépolitisée. Mais il y a beaucoup de gens qui ont projeté plein de trucs. C'est-à-dire qu'il y en a qui voient une œuvre hyper conservatrice, il y en a d'autres qui voient une œuvre écolo. C'est très facile en fait de projeter des choses dessus parce que justement lui se prononçait pas, qu'on est dans un univers complètement différent, mais en même temps qui s'inspire beaucoup de notre univers à nous et de nos codes à nous. Mais j'en parlerai, surtout de la portée politique de l'œuvre parce que ça a beaucoup été discuté. J'aimerais bien parler à Sandrine Rousseau à ce sujet parce que c'est une grande fan du Seigneur des Anneaux. T'as une scène préférée ? J'aime beaucoup la scène où ils disent au revoir au poney. J'ai oublié comment il s'appelle. Bill, c'est ça, Bill le poney. Je trouve que c'est très touchant. Et Aragorn, en fait, il est très doux avec le poney. C'est vrai. Ça me plaît Quel beaucoup. homme. Non, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bête, mais il y a une attention à chaque personnage, y compris à Bill le poney, y compris au troll, qui se sent vraiment quand on regarde le livre. Et enfin, vraiment, pour moi, je trouve que c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'on est dans plein de films un peu épiques qu'on a vus plus récemment. Parfois, on perd le côté humain parce qu'il y a juste une grosse focalisation sur l'ampleur via les effets spéciaux. Et là, je trouve ça vraiment impressionnant qu'ils aient choisi autant d'investir dans ces petits moments-là. Et voilà, les adieux à Bill le poney, je trouve que c'est... Bill, il a une plus grosse importance dans les livres. Enfin, il est forcément... mais non, ce qui est intéressant, c'est que justement, si on regarde ce que Peter Jackson il a coupé dans les livres ou ce qu'il a condensé, c'est vraiment ces moments entre 2 étapes en fait, où là, ça se transforme en des moments musicaux avec des grandes scènes, avec des beaux paysages et tout ça. Alors que dans les livres, on passe évidemment beaucoup plus de temps avec les personnages sur la route, comme on peut le faire aussi dans Game of Thrones, par exemple. Mais en même temps, je trouve que ça fonctionne parce que justement, il a quand même placé quelques petites scènes un peu clés comme ça, où quelqu'un qui n'a pas lu les livres et qui n'est pas forcément sensible à l'univers va quand même réussir à saisir quelques points importants, quoi. Oui, puis c'est ça qui fait que le film il est relativement bien rythmé, même s'il est trop long, c'est qu'il est très séquencé. Enfin, il y a la scène de la mine, il y a la scène de Arwen et les chevaux, etc., etc. C'est que en fait des séquences d'action qui sont avec des petites transitions un peu plus humaines, mais ça fonctionne très très bien. Bill le poney. Très bien. Et Gollum. Aragorn. Et toi? Toujours. C'était Ami, enregistré en public au hasard ludique. Merci Anaïs. Merci Marie. Merci Gaston, merci Aurélie, merci à toute l'équipe de Slate et merci surtout à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Merci à vous, le public du hasard ludique. Encore 2 heures. Eh oh! Non, mais ça te plaît en vrai. Non, pas tant que ça. Il y en a encore pour une petite demi-heure. Ça va. Quoi? Ça va. Non, mais c'est pas vrai, il y en a pour moi. C'est vrai? Mais on est presque fini là. Ah! Bah, tu vois! Ça, c'est bien. C'est plus impressionnant que les batailles d'Harry Potter. Ouais. Le truc avec Voldemort, là. Trop bien, tu vas voir, ça va être trop bien. Quoi? Trop bien, trop bien. C'est là qu'il tombe de la tour qui fait trop lolol? Non, mais... Et tu crois qu'il a quel âge là? Bah lui, je sais pas, 29. 29? Je sais pas. Alors déjà, je pense pas que Viggo Mortensen est 29 là. Non, genre il a 40 quoi. Il a 90 là. Mais il a pas 90. C'est un homme. Oui, mais... Un homme de 90 ans, ça ressemble pas à ça. Bah, en fait, chez les Numénoriens, donc lui, il est descendant directement de roi, et chez eux, tu vis beaucoup plus longtemps et tu t'es bien conservé, quoi. Donc, il a 90 ans. Les Numénoriens? Oui, de l'île de Numénor. D'accord. Ouais. Non, moi, je pense que c'est quand même mieux que Harry Potter. Ah, merci. En termes de film. Mais en termes de livres En termes aussi. de livres, j'ai pas d'éléments de comparaison, mais... Ils vont parler aux arbres, là? Non, mais ils vont parler aux gens qui habitent dans les arbres. Galadriel, elle habite dans les arbres? Bah ouais. C'est vrai? La base. Ah bon? Mais c'est pas une elfe? Et tu crois que les elfes peuvent pas habiter dans les arbres? Je sais pas, mais je crois surtout qu'ils avaient un super royaume qui avait l'air bien plus confortable que la cime d'un arbre.
Bah, tu vas voir. Moi, je crois que j'aime bien quand il y a des orques. Un truc un peu vilain. Bon, ça, tu vas en avoir. Ah ouais, ça oui. Je vais en avoir une flopée. Moi, j'aime trop les hobbits avec tous leurs cheveux bouclés, là, ils sont trop mignons. Regarde les petits hobbits comme ils sont mignons. Je les trouve chums. Oh non, ils sont trop mignons. Avec leurs grands yeux, leurs... Grands yeux, on les voit à peine. Mais si, ils sont trop mignons. I will take the ring to Mordor. Though I do not know the way. I do not know the way. Oui, tu vas me faire ça sur toutes les répliques jusqu'à la fin de ce film. sur toutes les répliques jusqu'à la fin de ce film. La situation est de plus en plus précaire. Tout à fait. Oh, ouais, elle est très précaire là. Non mais il faut faites quelque chose là. J'aime pas Bilbo. Pourquoi non pas Bilbo? Bah parce qu'il est méchant. Non, il y a un moment où il fait peur. Mais... Bah oui, bah du coup j'aime pas. D'accord. Pour moi il est... On peut pas lui faire confiance. Il avait une cotte de maille ou quoi? Bah oui, c'est celle qu'elle lui a donnée, Bilbo, en mithril. Qui? C'était une scène il y a genre 10 minutes. C'est Bilbo, avant qu'il parte, il lui a donné une lame qui s'allume en plus quand il est orques, oui. et une cotte de maille en mithril. Le mithril, c'est le métal le plus précieux, le plus résistant. Oui. Ouais, moi je sais pas pourquoi, j'ai jamais été trop comptée, tu vois. Compter.